La véritable intelligence ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas l'attention. Elle n'a pas besoin d'être reconnue. Elle se déplace en silence, observe calmement et agit avec précision. Alors que d'autres discutent pour avoir raison, les esprits vraiment sages choisissent le silence, parce qu'ils savent que la force ne se démontre pas en parlant, mais en se maîtrisant. Aujourd'hui, la plupart des gens confondent le savoir avec la sagesse et la réaction avec le caractère. Mais un esprit entraîné ne réagit pas, il évalue. Il ne se laisse pas emporter par l'émotion, il la transforme en clarté. La personne véritablement intelligente ne rivalise avec personne, car sa plus grande bataille se trouve en elle-même. Et quand elle la gagne, rien de l'extérieur ne peut la perturber. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent à paraître intelligents, mais pour ceux qui veulent vraiment l'être. Pour ceux qui sont prêts à penser par eux-mêmes, à maîtriser leur esprit et à rester fermes lorsque le monde est en désordre. À travers un regard stoïcien, vous découvrirez 10 leçons qui peuvent complètement changer votre façon de voir et d'affronter la vie. Ce ne sont pas des théories vides, ce sont des pratiques qui façonnent votre caractère et vous apprennent à vivre avec contrôle, calme et objectif. Parce que l'intelligence la plus élevée ne se remarque pas en parlant. Elle se remarque dans la façon dont vous choisissez de ne pas réagir. 1. Profitez de la solitude avec un but. La solitude est comme un miroir qui ne ment pas. Elle reflète ce que vous êtes lorsque personne ne vous regarde, lorsque le bruit du monde s'éteint et qu'il ne reste que votre voix intérieure. Beaucoup en ont peur parce qu'elle les oblige à affronter leurs pensées, ce qu'ils évitent de ressentir et ce qu'ils n'ont pas voulu résoudre. Mais les esprits les plus intelligents comprennent que dans ce silence inconfortable se cache la source la plus pure de croissance. La solitude n'est pas l'absence de compagnie, c'est la présence de conscience. Un esprit réfléchi ne cherche pas à se distraire de lui-même. Il cherche à se comprendre. Dans la solitude, vous n'avez pas besoin de masque ni de rôle à jouer. Vous pouvez penser sans la pression de plaire et vous pouvez observer la vie avec une clarté que le bruit social ne permet pas. C'est dans ces moments que la pensée devient aiguisée, que les émotions se rangent et que votre énergie se reconstruit. Les personnes qui craignent d'être seules cherchent souvent une validation externe parce qu'elles ne font pas confiance à leur propre jugement. Mais lorsque vous apprenez à apprécier votre propre compagnie, vous découvrez que vous n'avez plus besoin d'impressionner personne. La véritable intelligence ne craint pas le silence, elle l'utilise. Chaque instant de tranquillité devient un entraînement mental. Vous réfléchissez à vos erreurs sans vous punir, vous analysez vos décisions sans craindre de reconnaître vos échecs et vous observez vos émotions avec la distance nécessaire pour les comprendre sans vous laisser emporter. C'est ainsi que l'esprit se renforce, non pas dans le bruit de l'approbation, mais dans le calme de l'introspection. Profiter de la solitude avec un but n'est pas s'isoler du monde, c'est apprendre à exister sans dépendre de lui. C'est utiliser ces moments pour apprendre, créer, penser, guérir ou simplement respirer sans distraction. Celui qui maîtrise la solitude devient plus fort émotionnellement parce qu'il ne craint plus l'absence des autres. Il a découvert que son équilibre ne dépend que de lui. C'est pourquoi, lorsqu'il revient au monde, il le fait avec plus de clarté, plus de concentration et plus de pouvoir intérieur. Être seul n'est pas une faiblesse. C'est une déclaration silencieuse d'indépendance mentale. C'est le signe que votre esprit a suffisamment mûri pour se soutenir lui-même. Les personnes sages ne cherchent pas à remplir chaque minute de bruit ni chaque émotion de compagnie. Ils comprennent que la croissance personnelle exige des pauses, de la réflexion et du temps seul. Dans un monde où tout le monde court après l'attention, celui qui apprend à apprécier son propre silence devient quelqu'un d'impossible à manipuler. Parce que celui qui ne craint pas de rester seul a déjà conquis une des plus grandes libertés humaines, celle de se suffire à lui-même. 2. Remettez en question ce que tout le monde accepte. La plupart des gens traversent la vie comme s'ils suivaient une carte dessinée par d'autres. Personne ne s'arrête pour demander qui a tracé les lignes, ils suivent simplement le chemin parce que tout le monde le fait.
Mais les esprits vraiment intelligents brisent ce schéma. Ils s'arrêtent, observent et osent remettre en question. Ils n'acceptent pas ce qui est établi, simplement parce que cela fait des années qu'on le répète. Ils ne croient pas en ce qui est populaire, simplement parce que beaucoup l'applaudissent. Leur pensée ne se contente pas, elle s'élargit. Nous vivons à une époque où les opinions des autres sont consommées comme de la restauration rapide. Tout le monde parle, peu de gens pensent. Les réseaux, la télévision, les groupes sociaux, tous répètent la même chose avec des mots différents. Si tout le monde le dit, cela doit être vrai, pensent certains. Mais c'est le plus grand piège, parce que ce que la majorité croit n'est pas toujours vrai. Et ce que la minorité remet en question est souvent ce qui est le plus proche de la sagesse. Remettre en question ne signifie pas être rebelle, cela signifie penser par soi-même. Les personnes intelligentes ne se contentent pas de réponses automatiques, elles vont plus loin. Lorsque quelque chose n'a pas de sens, elles enquêtent, observent les détails et cherchent la racine du pourquoi. Elles ne répètent pas des idées héritées sans les analyser. Elles n'acceptent pas les traditions simplement parce qu'elles sont anciennes et elles ne rejettent pas ce qui est nouveau simplement parce que cela dérange. L'intelligence réelle se mesure à la capacité de garder l'esprit ouvert, même lorsque l'environnement exige une obéissance aveugle. Remettre en question est aussi un acte de courage, parce que cela implique de faire face à l'inconfort, de ne pas savoir, d'être jugé ou d'être différent. Mais les grandes transformations personnelles naissent de cet acte de courage silencieux. Lorsque tu oses demander pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu penses ce que tu penses, et si cela t'appartient vraiment, tu commences à briser les chaînes de la pensée collective. La majorité cherche la sécurité dans ce qui est connu. Les sages cherchent la vérité, même si elle fait mal. Il ne s'agit pas de douter de tout, mais d'apprendre à discerner. Lorsque tu remets en question, tu sépares l'essentiel du superficiel, le vrai de l'acquis. Tu commences à voir comment la société récompense la conformité et punit la profondeur. Tu te rends compte que beaucoup ne pensent pas par eux-mêmes parce que cela demande de l'effort, cela demande de s'arrêter, de réfléchir et d'accepter que tu peux te tromper. Et cette humilité fait partie de l'intelligence que peu de gens possèdent. Remettre en question ce que tout le monde accepte, c'est choisir la liberté mentale plutôt que le confort social. C'est regarder le monde avec ses propres yeux et non avec les lunettes qu'on t'a imposées. Les personnes qui pensent par elles-mêmes sont celles qui changent leur environnement, celles qui ne se laissent pas emporter par les modes, les idéologies ou les pressions. Elles observent, analysent et décident à partir de la raison et non à partir de la foule. Lorsque tu apprends à remettre en question, ton esprit devient plus fort, plus conscient et plus difficile à manipuler. Parce que tu arrêtes de croire tout ce que tu vois et tu commences à voir au-delà de ce qu'on te dit. C'est là le pouvoir de la pensée libre, la capacité de ne pas faire partie du troupeau, mais du petit groupe qui ose penser. 3. Parle moins, observe plus. Les mots sont comme des pièces de monnaie. Plus ils sont dépensés sans but, moins ils ont de valeur. Et dans un monde où tout le monde se bat pour être entendu, les esprits vraiment sages choisissent de se taire, non pas par peur, mais par intelligence. Le silence est devenu un art oublié, et l'observation est devenue une compétence presque éteinte. Cependant, celui qui maîtrise les deux possède un pouvoir que peu comprennent, le pouvoir de comprendre avant d'agir. La plupart parlent sans réfléchir. Ils répondent par impulsion, donnent leur avis sans connaissance, interrompent pour se sentir pertinents. Mais alors que le bruit augmente, la compréhension s'estompe. Parler moins n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Cela signifie que tu as appris à peser tes mots, à ne pas réagir à chaque provocation et à donner du poids à ce que tu dis. Les personnes vraiment intelligentes savent que la voix la plus forte n'est pas toujours la plus sage. Observer plus est un entraînement de l'esprit. Cela implique d'écouter non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est tu. Lire les gestes, les silences, les tons, les détails que la plupart ignorent. C'est dans ces nuances que se cache la vérité que les mots ne montrent pas. Lorsque tu observes attentivement, tu peux voir les intentions cachées, les émotions déguisées et les incohérences entre ce que quelqu'un dit et ce qu'il ressent vraiment.
C'est de l'intelligence émotionnelle à l'état pur. Le sage parle quand il a quelque chose à dire, le fou quand il a besoin de combler le vide. Apprendre à se taire est un signe de maîtrise intérieure. Tout ne mérite pas une réponse, tout ne mérite pas une réaction. Souvent, le silence a plus d'impact que n'importe quel argument. Lorsque tu choisis de ne pas répondre, tu ne le fais pas par soumission, mais par pouvoir. Parce que tu comprends que préserver ton énergie est plus précieux que de la gaspiller dans des discussions inutiles. Les personnes observatrices voient le monde avec d'autres yeux. Elles ne se laissent pas tromper par les apparences. Elles détectent des schémas, comprennent les causes avant les effets. Et quand elles décident finalement de parler, leurs mots ont le poids de l'expérience et la précision de celui qui a analysé en silence tout ce qui était nécessaire. C'est pourquoi une seule phrase dite par quelqu'un qui observe vaut plus que 1000 opinions de celui qui ne fait que répéter. Parler moins signifie aussi laisser de l'espace pour écouter. Et écouter non seulement l'autre, mais aussi soi-même. Le bruit interne, les pensées automatiques, les émotions qui cherchent à sortir sans contrôle. Lorsque tu gardes le silence, tu commences à écouter ton esprit avec clarté. Et cette écoute consciente te permet de diriger tes pensées au lieu d'être emporté par elles. L'observation interne est aussi importante que l'externe. Maîtriser cette leçon transforme complètement la façon dont tu te relates aux autres. Lorsque tu cesses de parler par nécessité et que tu commences à le faire avec intention, tu deviens plus respecté. Les mots acquièrent de la force parce qu'ils ne viennent pas de l'impulsion, mais de la compréhension. Celui qui observe plus comprend plus, et celui qui comprend plus a besoin de dire moins. L'intelligence ne se démontre pas par la quantité de paroles, mais par la nécessité de parler peu. À une époque où tout le monde veut être entendu, celui qui sait observer devient une énigme. Et dans ce mystère silencieux réside la véritable influence. Parce que celui qui maîtrise le silence maîtrise son esprit. Et celui qui maîtrise son esprit n'a plus besoin de convaincre personne. Il lui suffit d'agir avec sagesse. 4. Maîtrise ta réaction. Ta réaction est comme le feu. Elle peut éclairer ou elle peut détruire. Et celui qui n'apprend pas à la contrôler finit par se brûler lui-même avant de brûler l'ennemi. Les personnes impulsives pensent que réagir rapidement est une forme de force, mais en réalité, c'est un signe de faiblesse émotionnelle. L'esprit intelligent ne réagit pas, il répond. Il n'agit pas par impulsion, il agit avec direction. C'est la différence entre celui qui vit dominé par ses émotions et celui qui les a transformées en alliés. Le monde est plein de provocations. Des gens qui cherchent à perturber ta tranquillité. Des situations qui mettent ta patience à l'épreuve. Des mots qui blessent plus qu'un coup. Si tu n'entraînes pas ton esprit à maîtriser ta réaction, chaque personne pourra contrôler ton état émotionnel avec une simple phrase. La véritable force n'est pas de montrer que tu as du pouvoir, mais de garder ton calme lorsque tout le monde s'attend à ce que tu le perdes. Maîtriser la réaction, c'est maîtriser l'ego. C'est ne pas tomber dans le jeu de celui qui veut t'entraîner dans le conflit. C'est garder son sang-froid, même quand il y a une tempête en toi. Les personnes émotionnellement intelligentes ne répriment pas ce qu'elles ressentent. Elles le traitent. Elles respirent, pensent, observent et décident ensuite comment agir. Parce qu'elles savent qu'une réaction peut détruire ce qu'une décennie de maîtrise de soi a construit. La plupart des plus grandes erreurs ne naissent pas de la pensée, elles naissent de l'impulsion. Une réponse mal donnée, une décision prise avec colère, un mot lancé sans conscience. L'esprit sans discipline est un champ de bataille où les émotions commandent. Mais l'esprit entraîné est un temple où seul ce qui a un but entre. Quand tu apprends à répondre calmement, tu commences à vivre en liberté. Parce que tu n'es plus l'esclave de tes émotions, tu en es le maître. Maîtriser ta réaction ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela signifie agir à partir de la raison, pas du chaos. Cela signifie regarder la situation avec perspective et comprendre que tout ne mérite pas une réponse immédiate. Parfois, le silence protège plus que n'importe quelle défense. Parfois, attendre est plus sage que d'agir. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Chaque fois que tu réussis à ne pas réagir, tu renforces ton esprit. Chaque fois que tu choisis de penser avant de parler, tu grandis.
Parce que le contrôle émotionnel ne se réalise pas du jour au lendemain. Il se forme avec chaque situation qui essaie de te briser. Et avec le temps, quand le chaos arrivera, tu n'en feras plus partie. Tu seras en train d'observer, d'analyser, de choisir ta réponse. Ce calme dérange les impulsifs, parce que l'esprit fort ne descend jamais pour se battre au même niveau. Celui qui maîtrise sa réaction maîtrise son destin, parce qu'il cesse d'être la victime des autres et devient l'auteur de ses actes. L'autocontrôle est la forme de pouvoir la plus silencieuse. Il n'a pas besoin d'applaudissements, il ne cherche pas la reconnaissance, seulement des résultats. Et lorsque tu apprends à rester ferme même au milieu de la provocation, le monde comprend que rien ni personne ne peut te briser. 5. Transforme l'émotion en force. Les émotions sont comme des rivières. Si tu les laisses déborder, elles emportent tout sur leur passage. Mais si tu apprends à diriger leur cours, elles peuvent déplacer des montagnes. La différence entre une personne émotionnellement faible et une personne émotionnellement intelligente réside dans la façon dont elle utilise ce qu'elle ressent. Il ne s'agit pas d'éliminer les émotions, mais de les transformer en élan. La colère peut devenir discipline, la tristesse peut devenir clarté et la peur peut devenir direction si tu apprends à les canaliser plutôt qu'à les nier. La plupart des gens luttent contre ce qu'ils ressentent. Ils répriment la colère, cachent la douleur, feignent le calme, alors qu'à l'intérieur ils s'effondrent. Mais les personnes dotées d'une véritable intelligence émotionnelle n'évitent pas leurs émotions, elles les étudient. Elles savent que chaque émotion porte un message caché et que le comprendre est la clé de la maîtrise de soi. La frustration, par exemple, n'est pas un ennemi. C'est un signe que quelque chose en toi demande à changer. La peur n'est pas une faiblesse, c'est un avertissement qui t'invite à mieux te préparer. La tristesse n'est pas une défaite, c'est une pause qui t'oblige à regarder en toi. Transformer l'émotion en force nécessite de la pratique, de la patience et de l'autoconscience. Cela implique de s'arrêter avant de réagir, de respirer et de se demander ce que l'on ressent vraiment. Car derrière chaque impulsion se cache un besoin non satisfait. Et seul celui qui apprend à l'identifier peut utiliser cette énergie pour construire plutôt que pour détruire. Celui qui y parvient cesse d'être une victime de son état émotionnel et devient son propre leader interne. Lorsque tu réussis à transformer une émotion, tu changes ton destin. Un esprit contrôlé peut utiliser la colère pour améliorer sa discipline, la frustration pour perfectionner sa méthode, la peur pour aiguiser son focus. Chaque émotion devient un carburant. C'est la différence entre celui qui s'effondre sous un coup et celui qui utilise le coup comme élan pour se relever plus fort. L'émotion cesse d'être un ennemi lorsque tu la comprends. Les personnes impulsives cherchent à se calmer. Les sages cherchent à comprendre. Au lieu de se demander « Pourquoi je me sens comme ça ?», ils se demandent « Que puis-je faire avec ça ?» Cette simple différence trace la voie entre la faiblesse et la force. Car une émotion non contrôlée peut ruiner une relation, une décision ou une opportunité. Mais une émotion transformée peut complètement changer ta vie. La véritable intelligence ne consiste pas à ne pas ressentir, mais à utiliser ce que tu ressens pour grandir. Si la colère te pousse, canalise-la dans le travail. Si la peur te paralyse, transforme-la en préparation. Si la tristesse te pèse, transforme-la en réflexion. Tout ce qui te blesse peut aussi te façonner, si tu sais comment le diriger. Le sage ne se laisse pas dominer par ce qu'il ressent. Il utilise chaque émotion comme un outil. Car au final, celui qui maîtrise son esprit maîtrise son énergie. Et celui qui maîtrise son énergie maîtrise son destin. Les émotions ne sont pas un obstacle, elles sont une matière première. La différence réside dans le fait de les utiliser pour construire ou de les laisser te consumer. 6. Pratique l'autocontrôle quotidien. L'esprit est comme un muscle. Si tu ne l'entraînes pas, il s'affaiblit, et si tu le surmènes sans direction, il se brise. L'autocontrôle est la salle de sport invisible de l'intelligence, cet endroit où l'on ne soulève pas des poids, mais des décisions. Chaque jour, tu as des centaines d'opportunités pour le pratiquer, et elles apparaissent presque toujours déguisées en petites tentations.
répondre à un message avec colère, discuter par orgueil, remettre à plus tard ce qui est important, te rendre à la fatigue. Chaque fois que tu choisis de ne pas le faire, tu renforces ton caractère. L'autocontrôle ne se construit pas dans les grands moments, mais dans les plus simples. Lorsque tu choisis de te lever, même si tu n'en as pas envie, lorsque tu décides de te taire, même si tu pourrais avoir le dernier mot, lorsque tu tiens une promesse, même si personne ne te regarde. C'est dans ces décisions silencieuses que se forge la véritable force mentale. Il n'y a pas d'intelligence émotionnelle sans discipline quotidienne. Parce que maîtriser l'esprit n'est pas un acte d'inspiration, c'est une pratique constante. La société moderne glorifie l'impulsivité, te dit de suivre tes émotions, de faire ce que tu ressens. Mais c'est un piège déguisé en liberté. L'émotion est un signal, pas un ordre. Suivre chaque impulsion te rend prisonnier de tes états internes. Le sage écoute ce qu'il ressent, mais n'obéit pas aveuglément. Il décide avec calme, pas avec désir. Parce qu'il comprend que le pouvoir n'est pas dans l'action rapide, mais dans l'action juste. Pratiquer l'autocontrôle ne signifie pas te réprimer. Cela signifie te gouverner. C'est dire à ton esprit qui commande. Te rappeler que c'est toi qui choisis, pas tes impulsions. Au début, c'est dur, ça fait mal, parce que ton corps cherche l'immédiat, le facile, le plaisant. Mais avec le temps, cette discipline devient ton allié. Tu commences à apprécier la sensation d'avoir le contrôle, non pas sur les autres, mais sur toi-même. Et c'est le type de pouvoir que personne ne peut te prendre. L'autocontrôle se démontre aussi dans ta réaction face à la provocation. Céder à la colère est facile, rester ferme est difficile. Mais chaque fois que tu choisis le calme, chaque fois que tu décides de ne pas répondre au chaos par plus de chaos, tu construis un esprit impénétrable. Les sages n'évitent pas le conflit. Ils ne se rabaissent simplement pas au niveau du conflit. Ils agissent avec stratégie, pas avec émotion. Celui qui pratique l'autocontrôle quotidien vit avec une clarté que les autres ne comprennent pas. Parce que tandis que les autres cherchent des excuses, lui cherche l'équilibre. Tandis que les autres blâment l'environnement, lui se corrige lui-même. Cette différence crée de la distance, mais aussi du respect. Les personnes disciplinées ne sont pas rigides, elles sont libres. Parce qu'elles ne dépendent plus de l'impulsion pour décider, elles dépendent de leur raison. La véritable maîtrise ne se démontre pas en public. Elle se démontre dans ce que tu fais quand personne ne te voit. Si tu peux te contrôler quand personne ne t'oblige, tu es déjà au-dessus de la majorité. L'autocontrôle quotidien n'est pas un objectif, c'est un style de vie. Et celui qui l'adopte devient quelqu'un qui ne se brise pas facilement, parce qu'il a appris à être maître de lui-même dans chaque détail. 7. Arrête de chercher l'approbation. Vivre pour plaire aux autres, c'est comme courir sur un tapis roulant. Tu te fatigues, tu transpires, tu te forces, mais tu n'avances pas. Tu cherches la validation de tous, et à la fin, tu finis par perdre la tienne. Le besoin d'approbation est l'une des chaînes les plus subtiles et puissantes qui limitent l'esprit humain. Il te fait agir par peur du rejet, parler pour plaire, décider en pensant à comment tu seras vu et non à ce que tu veux vraiment. Mais la véritable intelligence naît lorsque tu apprends à ne plus dépendre du regard des autres pour savoir qui tu es. Depuis tout petit, on nous apprend à chercher l'approbation, la note de l'enseignant, l'éloge du père, l'acceptation du groupe. Nous grandissons avec l'idée que nous valons plus si nous plaisons, si nous nous intégrons, si nous ne dérangeons pas. Mais dans cette quête silencieuse pour plaire, nous finissons par vivre une vie qui ne nous appartient pas. Les personnes véritablement intelligentes comprennent que plaire à tout le monde est impossible et que cela ne mène qu'à l'épuisement émotionnel. L'esprit mature ne cherche pas l'acceptation, il cherche l'authenticité. Quand tu as besoin d'approbation, tu cèdes ton pouvoir. Tu deviens esclave de l'opinion des autres et toute critique peut te faire tomber. Mais quand tu apprends à agir à partir de la conviction, tu te libères. Tu ne fais plus les choses pour être admiré, tu les fais parce qu'elles sont cohérentes avec toi. Et cette cohérence se ressent, se voit, impose le respect. Les personnes sûres d'elles ne cherchent pas à prouver leur valeur, elles l'incarnent. Arrêter de chercher l'approbation ne signifie pas devenir insensible. Cela signifie avoir de la clarté. Comprendre que l'opinion des autres est le reflet de leur monde, pas du tien.
Que être jugé n'est pas un échec, mais une conséquence naturelle de vivre selon ses propres critères. Les personnes les plus admirées de l'histoire ont été, en leur temps, les plus critiquées. L'approbation est instable, mais l'intégrité est éternelle. Chaque fois que tu choisis de te taire par peur d'être jugé, tu te renies. Chaque fois que tu changes ton comportement juste pour t'intégrer, tu te fragmentes. Mais quand tu choisis de rester fidèle à ce que tu penses, même si cela signifie être seul, tu atteins un type de liberté que peu de gens connaissent. L'esprit fort ne se vend pas pour une ovation, ni ne s'effondre pour une critique. Il suit simplement son chemin. La véritable validation vient du respect que tu ressens pour toi-même en ne te trahissant pas. Quand tu fais ce qui est juste, même si personne ne t'applaudit. Quand tu suis ton chemin, même si personne ne le comprend. C'est le genre de paix qui ne se négocie pas. Parce qu'une fois que tu as appris à vivre sans approbation, tu te rends compte que les gens ne t'accepteront pas toujours, mais ils te respecteront toujours. Arrête de demander la permission d'être qui tu es. Tu n'as pas besoin de justifier ta façon de penser ni tes décisions. L'approbation est une drogue sociale qui te maintient en dépendance, mais l'authenticité est l'antidote. Celui qui arrête de chercher l'approbation devient intouchable, parce que rien ni personne ne peut manipuler celui qui s'est déjà approuvé lui-même. 8. Garde ton calme dans le chaos. Le calme est comme un phare au milieu de la tempête. Il n'empêche pas la mer de se déchaîner, mais il éclaire le chemin pour ne pas faire naufrage. Dans la vie, le chaos est inévitable. Il y aura des pertes, des déceptions, des changements brusques et des moments où tout semble échapper à tout contrôle. Mais la différence entre celui qui sombre et celui qui survit ne réside pas dans la force, mais dans la sérénité. Garder son calme au milieu du chaos ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie ne pas laisser ce que tu ressens te gouverner. Quand tout s'effondre, l'esprit cherche désespérément des réponses. La peur crie, l'anxiété presse, l'ego exige le contrôle. Mais le sage respire, observe et attend le bon moment pour agir. Il ne se paralyse pas, mais ne se précipite pas non plus. Il comprend que tout ne peut pas être résolu immédiatement et que perdre son calme ne fait qu'aggraver ce qui est déjà difficile. L'intelligence émotionnelle se mesure précisément là, dans la capacité à maintenir la clarté lorsque la confusion domine les autres. Le calme n'est pas naturel, il se travaille. Il naît de la connaissance de soi et de la discipline, d'apprendre à ne pas se laisser emporter par la panique ou par l'émotion du moment. C'est un art qui se forge dans les jours tranquilles pour pouvoir être utilisé dans les jours turbulents. Car personne ne développe la sérénité au milieu du désastre s'il ne l'a pas cultivée auparavant dans la routine. C'est pourquoi les personnes émotionnellement fortes ne réagissent pas au chaos. Elles l'observent avec un esprit froid et un cœur ferme. Garder son calme ne te rend pas passif, cela te rend stratégique. Cela te permet de voir ce que les autres ne peuvent pas voir lorsqu'ils sont dominés par la peur. Celui qui crie perd la perspective. Celui qui s'agite perd le pouvoir. Mais celui qui garde son calme gagne le contrôle. C'est dans les moments de tension que le caractère d'une personne se révèle. N'importe qui peut être aimable dans le calme, mais seuls les sages sont stables dans la tempête. Il y a ceux qui cherchent à tout contrôler, et quand la vie leur montre que c'est impossible, ils s'effondrent. Mais le véritable calme ne vient pas du contrôle, mais de l'acceptation. Accepter que tout ne dépend pas de toi, qu'il y a des choses que tu dois lâcher, et que ta seule responsabilité est de décider comment tu réagis. C'est le secret de la tranquillité profonde. Comprendre que le chaos ne peut pas te briser si tu ne collabores pas avec lui. Chaque fois que tu choisis le calme quand tu pourrais crier, chaque fois que tu choisis d'observer quand tu pourrais discuter, tu renforces ton esprit. Cette sérénité est un bouclier invisible. Personne ne peut te manipuler quand ils ne peuvent pas altérer ton état interne. Et ça, c'est du pouvoir. Garder son calme dans le chaos ne t'éloigne pas de la réalité. Cela te place au-dessus d'elle. Parce que pendant que les autres se perdent dans la tempête, tu restes le phare qui voit clairement où aller. 9.
Transforme la douleur en sagesse. La douleur est comme le feu qui purifie le métal. Elle brûle, transforme et laisse des cicatrices, mais elle renforce aussi. Personne n'échappe à la souffrance. Nous y sommes tous confrontés à un moment donné. Cependant, seuls quelques-uns réussissent à la transformer en une source de sagesse. La différence ne réside pas dans l'intensité de la douleur, mais dans la manière dont vous choisissez de l'affronter. Le sage n'ignore pas sa blessure, il l'observe, la comprend et en tire des leçons. Car la douleur, bien interprétée, est le maître le plus puissant qui soit. La plupart des gens fuient la souffrance, ils l'évitent avec des distractions, l'enterrent avec des excuses, la couvrent de sourires vides. Mais pendant que vous l'esquivez, la douleur devient plus profonde. Ce que vous résistez persiste, ce que vous acceptez se transforme. Les personnes ayant une intelligence émotionnelle ne cherchent pas à effacer la douleur, elles la transforment en clarté. Ils se demandent quelle leçon elles cachent, quelle partie de leur caractère a besoin d'être renforcée, et quelle vérité ils ignoraient avant que la vie ne la leur montre brutalement. La souffrance peut vous détruire ou vous façonner. Tout dépend de votre attitude. Si vous la voyez comme une punition, elle vous flétrit. Si vous la voyez comme une opportunité, elle vous réveille. Dans les moments difficiles, l'esprit est confronté à ses limites. Et là, à ce point où beaucoup se brisent, les sages trouvent leur croissance. Ils comprennent que chaque perte apporte une leçon, chaque déception un avertissement et chaque chute une invitation à évoluer. Transformer la douleur en sagesse n'est pas oublier, c'est comprendre. C'est regarder en arrière sans rancune, mais avec compréhension. C'est reconnaître que sans ces coups, vous n'auriez pas développé la force que vous avez aujourd'hui. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, mais d'apprendre à l'utiliser. La douleur enseigne ce que le confort ne peut pas. Elle enseigne la patience, l'humilité, l'empathie et la force émotionnelle. Elle vous montre qui vous êtes quand tout s'effondre et combien vous appréciez ce qui compte vraiment. Il y a ceux qui restent coincés dans leurs blessures, revivant encore et encore ce qui les a blessés. Mais les sages ne se définissent pas par ce qui leur est arrivé, mais par ce qu'ils en ont fait. Transformer la douleur en sagesse, c'est prendre ce qui vous a brisé et le transformer en fondation. C'est utiliser le souvenir, non pas pour revivre la blessure, mais pour se rappeler la leçon. La douleur ne disparaît pas, elle devient un guide. Avec le temps, elle cesse de faire mal et commence à éclairer. Elle vous apprend à poser des limites, à mieux choisir, à ne pas faire confiance aveuglément et surtout à ne pas abandonner. Chaque cicatrice est une histoire de résistance. Peu importe combien cela a fait mal, l'important est que vous êtes toujours là, plus conscient, plus fort et plus sage. Parce que la vie ne récompense pas celui qui ne souffre pas, elle récompense celui qui apprend. Et quand vous parvenez à voir la douleur comme une partie du chemin, vous ne la craignez plus. Vous la comprenez, et en la comprenant, vous la surmontez. C'est là la véritable sagesse. Transformer ce qui vous a brisé en la raison pour laquelle vous êtes devenu inébranlable. 10. Préserve toujours ta dignité. La dignité est comme une armure invisible. Elle ne brille pas, elle ne fait pas de bruit, mais elle protège tout ce que tu es. C'est la limite qui sépare le respect de soi de l'humiliation, la force de la faiblesse et l'intégrité de la soumission. Dans un monde où beaucoup vendent leur valeur pour de l'attention ou par peur d'être seul, préserver sa dignité est un acte de rébellion silencieuse. C'est refuser de mendier de l'affection, d'accepter moins que ce que tu mérites ou de te rabaisser pour t'intégrer. Celui qui connaît sa valeur n'a pas besoin de la prouver, il la maintient simplement, même quand cela fait mal. Perdre sa dignité est facile. Cela se produit lorsque tu acceptes des mots qui te blessent juste pour éviter une dispute, lorsque tu restes là où on ne te respecte plus, ou lorsque tu fais des choses qui vont à l'encontre de ce que tu crois par peur de mal paraître. L'esprit faible cherche l'approbation, l'esprit fort cherche la cohérence. Et la dignité est précisément la cohérence entre ce que tu ressens, penses et fais. Une personne digne peut souffrir, peut tomber, peut pleurer, mais elle ne se trahit jamais. Préserver ta dignité n'est pas de l'orgueil, c'est de la conscience. C'est comprendre qu'il y a des choses plus précieuses que d'avoir raison.
ou de gagner une dispute. C'est savoir quand s'éloigner, quand se taire, quand laisser le silence parler pour toi. Parfois, garder la tête haute fait plus mal que de capituler, mais cela te donne aussi quelque chose qu'aucune victoire superficielle ne peut offrir, le respect de soi. Parce que celui qui se respecte lui-même n'a pas besoin que quelqu'un d'autre le valide. La dignité est de mise à l'épreuve lorsque tout s'effondre. Quand on te trahit, quand on t'humilie, quand la vie te met à genoux. Il est facile de parler de respect quand tout est en ordre, mais la véritable dignité se mesure quand tu as l'opportunité de te rabaisser et que tu choisis de ne pas le faire. Dans ces moments, ton silence vaut plus que n'importe quel cri, ta calme plus que n'importe quelle vengeance. La personne sage comprend qu'il ne s'agit pas toujours de gagner, mais de ne pas se perdre soi-même dans le processus. Préserver la dignité implique aussi d'accepter que tu ne peux pas contrôler comment on te traite, mais tu peux contrôler comment tu réagis. Tu peux choisir de ne pas te rabaisser au même niveau que celui qui essaie de te provoquer. Tu peux choisir de te retirer sans rancune. Tu peux choisir la paix plutôt que l'orgueil. Cela ne te rend pas faible, cela te rend invulnérable. La dignité ne cherche pas les applaudissements, elle cherche l'équilibre. Préserver la dignité est un acte d'intelligence émotionnelle. Elle te rappelle que rien de l'extérieur n'a le pouvoir de te voler ta valeur tant que tu ne la donnes pas. Peu importe combien on te provoque ou combien le monde essaie de te faire douter de toi, si tu restes fidèle à tes principes, tu as déjà gagné. Parce qu'à la fin, la dignité est la voix silencieuse qui te dit « Ne te rabaisse pas, tu n'en as pas besoin ». Et quand tu apprends à écouter cette voix, tu deviens indestructible. Celui qui préserve sa dignité préserve son essence. Et celui qui préserve son essence ne perd vraiment jamais rien. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. 1. Arrêtez de chercher l'approbation extérieure. Tu te vois en train de vérifier les notifications sur ton téléphone, attendant ce message qui n'arrive jamais. Tu publies tes réalisations, tes progrès, tes meilleurs efforts, et tu le fais presque automatiquement. Comme si chaque petit succès nécessitait l'approbation immédiate d'un groupe d'inconnus ou, pire encore, d'amis qui ne sont même pas vraiment attentifs. Chaque réaction, chaque like, chaque mot de reconnaissance devient une sorte de monnaie émotionnelle. Une dette que tu crois que les autres ont envers toi juste pour exister, juste pour essayer, juste pour faire des efforts. Et quand les applaudissements n'arrivent pas, tu commences à sentir le poids sur ta poitrine, une frustration que tu te répètes que ça n'a pas d'importance, mais tu le sais bien. Ça t'importe, et bien plus que tu ne veux l'admettre. Le problème est que tu vis ainsi attaché à un mécanisme mental qui ne t'appartient pas. Tu attends que le monde te donne la permission de te sentir suffisant, comme si ta valeur dépendait d'un pouce levé sur un écran ou du regard approbateur de quelqu'un qui ne s'est même pas arrêté pour comprendre ce que ton effort a coûté. C'est brutal à dire, mais personne n'est obligé de te reconnaître quoi que ce soit. Personne ne te doit compréhension, ni compassion, ni même respect simplement parce que tu traverses une période difficile. Le monde continue, froid et pressé, et les autres sont trop occupés à compter leur propre monnaie émotionnelle pour se soucier des tiennes. C'est la réalité qui fait le plus mal à accepter, car elle heurte de front la fantaisie enfantine selon laquelle, si tu fais suffisamment d'efforts, quelqu'un viendra te sauver, te féliciter, te dire que tu as de la valeur. Cela ne va pas arriver. Si tu attends d'être reconnu, tu vas te vider de l'intérieur. C'est comme si tu déposais de l'énergie chaque jour dans un compte bancaire qui ne te rapportera jamais d'intérêt. Personne ne fera de ta douleur un drapeau. Personne ne portera ton poids. Personne n'applaudira tes décisions difficiles quand personne ne regarde. Et c'est précisément là que se trouve l'opportunité, le point de rupture où soit tu restes à pleurer pour ce qui n'arrive pas, soit tu te relèves et comprends que la seule reconnaissance valable est celle que tu te donnes à toi-même, car tu es le seul à savoir ce que cela t'a coûté. Lorsque tu cherches l'approbation extérieure, tu vends ton autonomie pour des miettes. Tu as remis le contrôle de ton bien-être à la volatilité de l'humeur des autres. Aujourd'hui, ils sont souciants.
demain tu n'existes pas. Tu vis en fonction du qu'en dira-t-on, filtrant chaque action à travers l'attente des autres, comme si tu étais un acteur attendant que le public ne te hue pas. Mais la vérité est autre. La plupart des gens ne prêtent même pas attention à ton rôle. Tu t'épuises à essayer de t'intégrer, de plaire, de ne pas déranger, et à la fin, tu finis par perdre le respect de toi-même. Parce que vivre en attendant des applaudissements est la manière la plus sûre de devenir esclave des autres. L'autosuffisance commence au moment où tu réalises que personne ne viendra te sauver de ta propre médiocrité, et que le seul chemin vers la force est d'assumer chaque décision sans attendre qu'on la célèbre. Marc Aurèle l'a écrit sans fioriture. La meilleure façon de se venger est de ne pas leur ressembler. Ne cherche pas de validation là où il n'y a que de l'indifférence. Ne mendie pas d'attention là où il n'y a que du bruit. Sénèque disait que celui qui cherche l'approbation de la foule se perd lui-même dans le processus. Et il avait raison. Chaque fois que tu remets tes réalisations à l'opinion des autres, tu te vides un peu plus de l'intérieur. L'intégrité ne se négocie pas avec des likes. La véritable force se forge dans le silence des actes que personne ne voit. Tu n'as pas besoin de témoins pour être intègre. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour être fort. Tant que tu attends que les autres te reconnaissent, tu vas continuer à être faible. Il n'y a pas d'autre mot. Arrête de chercher à l'extérieur ce que tu ne peux construire qu'à l'intérieur. Personne ne portera ton poids. Personne ne paiera ta dette. L'autosuffisance ne se transmet pas. Elle se cultive chaque jour. La reconnaissance est un piège. L'autosuffisance, la seule issue. Que cela soit clair. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour être complet. La véritable discipline est de faire ce qui est juste même si personne ne regarde. 2. Prends la responsabilité de ton propre destin. Je dois l'admettre, pendant des années, j'ai porté l'espoir secret que, à un moment donné, quelqu'un viendrait me dire que j'étais sur la bonne voie. Je croyais que si je supportais suffisamment, si je faisais ce que je devais, si je supportais le poids sans trop me plaindre, une sorte de justice invisible viendrait me poser une main sur l'épaule. Mais cela ne s'est pas produit. Je me souviens de journées entières à rentrer chez moi après des journées lourdes, fermant la porte derrière moi et laissant le silence s'étirer sur les murs, espérant entendre un signe que tous ces efforts avaient un sens. Il n'y avait que l'écho sourd de mes propres pensées, la fatigue accumulée dans les muscles, la fatigue mentale d'avoir soutenu une vie qui parfois semble ne pas te donner de répit. Personne n'est apparu. Personne n'est demandé si j'avais besoin d'aide. Personne n'est venu alléger le poids. Le monde a continué de tourner, indifférent. Et là, dans ce vide brut, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'inconfortable. La seule présence constante était moi-même, avec mes mains vides et ma responsabilité intacte. Vivre en attendant que d'autres te sauvent, c'est comme s'asseoir dans une gare où aucun train ne passe jamais. Tu restes là, voyant le temps s'écouler sous ta peau, les bras croisés, le regard perdu entre les carreaux, ressentant le poids de chaque minute gaspillée. Les gens marchent autour de toi, avec leurs propres bagages, leurs préoccupations dessinées sur leur visage, et ils ne te regardent même pas. Ils sont aussi trop occupés à survivre. Il est facile de rester piégé dans la fantaisie que le simple fait de s'efforcer suffit pour que la vie ait pitié, pour que quelqu'un enfin te sorte de la file et te reconnaisse comme quelqu'un de précieux. Mais la réalité est plus rude. La réalité est que tout ce que tu ne prends pas en charge, tout ce que tu délègues à la compassion des autres, finit par pourrir en toi. La responsabilité que tu ne prends pas devient une dette qui s'accumule, une fracture qui s'aggrave chaque jour. Parfois, devant le miroir, tu cherches des réponses dans les yeux fatigués qui te renvoient ton regard. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de rédemption automatique. Ce que tu vois est ce qu'il y a. Un type qui reste debout simplement parce qu'il n'a pas d'autre option. Et c'est la vérité que peu osent dire. Personne ne va vivre ta vie à ta place. Personne ne va porter tes décisions, ni tes erreurs, ni ta honte. C'est ton devoir, même si cela ne te plaît pas. L'âge adulte arrive quand tu comprends que la liberté n'est pas d'avoir moins de poids, mais de choisir comment le porter. L'indépendance, c'est apprendre à répondre de chaque acte, même de ceux qui te font mal. Si tu échoues, tu corriges. Si tu tombes, tu te relèves.
Si tu doutes, tu avances quand même. Il ne s'agit pas de te durcir pour que rien ne t'affecte, mais d'accepter que la seule certitude est ta capacité à répondre à ce qui t'arrive. Le geste de relever la tête même si personne ne te voit, d'organiser ton espace même si tu sais que personne ne va applaudir, de tenir ta parole même si cela coûte, ce sont des actes invisibles qui construisent le caractère de quelqu'un qui prend en charge son destin. Il n'y a pas de héros secret qui t'attendent. Il n'y a pas de justice magique, juste la discipline quotidienne, la constance silencieuse et l'honnêteté brutale de se regarder sans fioriture. Prendre ses responsabilités, c'est cesser de négocier avec le confort et commencer à entraîner le muscle de l'autodiscipline. C'est difficile, oui. Mais l'alternative est bien pire. Rester là à attendre que la vie change par compassion, alors que la vie ne se donne même pas la peine de regarder. Le destin ne s'hérite pas. Il se construit avec chaque décision inconfortable. Personne n'écrira ton histoire à ta place. Assume ce qui t'incombe, même quand cela fait mal. La seule issue est vers l'avant, même si cela fait plus mal que tu ne l'avais espéré. Celui qui ne prend pas ses responsabilités se condamne à l'impuissance. La liberté est un fardeau que seuls ceux qui osent le porter supportent. 3. Transformer l'indifférence en résilience. Personne ne se soucie de savoir si vous tombez ou si vous vous relevez. C'est la réalité qui fait mal à reconnaître, mais c'est aussi celle qui vous donne le pouvoir de décider ce que vous allez faire du mépris, de l'indifférence, du silence face à vos efforts. Pendant longtemps, au fond de vous, vous continuez à espérer que le monde vous rendra quelque chose pour les fois où vous avez dû ravaler votre fierté, supporter la douleur ou avancer sans relâche. Mais le monde ne paye pas d'intérêt sur la souffrance. Au fond, vous savez que peu importe à quel point vous êtes fatigué ou à quel point la chute a été forte. Personne ne compte vos batailles, personne n'enregistre vos défaites, ni n'applaudit vos victoires solitaires. Cette indifférence peut sembler être une condamnation, un mépris qui s'ajoute au poids que vous portez déjà, mais c'est aussi le terreau fertile où la résilience peut prendre racine si vous avez le courage de la regarder en face. Le premier réflexe est de résister. Vous vous demandez pourquoi personne ne semble faire attention, pourquoi les autres ne voient pas l'effort que vous mettez à avancer, à vous maintenir lorsque ce serait plus facile de tout lâcher. Cette question vous ronge de l'intérieur jusqu'à ce que vous compreniez qu'elle se nourrit d'une attente erronée. Vous pensez que votre douleur devrait importer, que votre lutte mérite reconnaissance. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Chaque fois que vous attendez un geste d'intérêt extérieur, vous devenez prisonnier de cette attente, dépendant d'une validation qui n'arrive jamais. Il est facile de tomber dans le piège de l'autocompassion, de penser que l'indifférence est une injustice. Mais la vérité est que l'indifférence n'est pas une attaque, c'est l'état naturel d'un monde occupé à survivre. C'est ici que la psychologie profonde exige de vous une honnêteté inconfortable. La plupart de vos blessures émotionnelles sont ouvertes, parce que vous insistez à attendre quelque chose que personne ne va vous donner. Transformez cette indifférence en un espace d'entraînement. Chaque fois que vous vous trouvez à attendre du soutien ou de la reconnaissance, observez-vous avec froideur. Demandez-vous pourquoi vous avez besoin que quelqu'un d'autre valide votre processus. Vous verrez que, derrière ce besoin se cache la peur d'être seul face à vos propres limites. L'indifférence de l'environnement est, en réalité, un miroir brutal de votre autonomie. Si vous parvenez à cesser de lutter contre elle et commencez à l'utiliser comme résistance, comme un poids supplémentaire dans l'entraînement de votre caractère, quelque chose change. La résilience n'est pas de l'insensibilité, ce n'est pas devenir de pierre. C'est apprendre à supporter le vide sans le remplir de fantasmes. C'est construire une structure interne qui ne s'effondre pas chaque fois que vous êtes ignoré. Parce que l'indifférence n'est pas la cause de votre souffrance, c'est le déclencheur qui active vos propres insécurités, vos doutes non résolus, vos carences émotionnelles. Si vous comprenez cela, vous commencez à utiliser l'indifférence comme matière première. Vous vous demandez ce que vous pouvez construire dans cet espace où personne ne vous regarde, où il n'y a pas de témoins, où ne reste que vos propres standards et votre parole. Chaque fois que vous parvenez à avancer sans que personne ne le remarque, chaque fois que vous terminez une tâche difficile et que personne ne le célèbre, chaque fois que vous vous maintenez seul par discipline, vous formez le muscle de la résilience. Le véritable respect de soi naît lorsque vous cessez de mendier de l'attention et commencez à reconnaître votre valeur en privé.
ce n'est qu'alors que vous êtes libre. Libre du chantage émotionnel, libre de la peur de ne pas être vu, libre du piège de l'approbation. Laissez l'indifférence faire son travail. Que le monde entier vous ignore si nécessaire. Tant que vous ne vous ignorez pas, tant que vous continuez à mettre le poids sur la balance et à décider de le porter, chaque jour vous devenez moins dépendant de ce qui se passe à l'extérieur. La véritable force n'a pas besoin de témoins, elle a seulement besoin de décisions. Vous n'avez pas besoin qu'on vous célèbre pour être fort. Ce que l'on ne vous reconnaît pas, vous le transformez en discipline. Il n'y a pas d'acte de résilience plus grand que d'avancer même si personne ne regarde. 4. Renforce ton intégrité sans témoin. L'intégrité se mesure quand personne ne te regarde. C'est le véritable test, celui qui ne peut pas être falsifié ni maquillé. Si tu veux comprendre comment construire une vie solide, tu dois analyser tes décisions les plus petites, celles que tu prends en privé, loin de toute scène. Là, il n'y a pas de témoin, pas de public, ni de récompense. Il n'y a que ton jugement face à la tentation de faire ce qui est facile, rapide, ce que personne ne détecterait. L'intégrité n'est pas une pose pour la galerie. Ce n'est pas le discours que tu répètes, ni l'image que tu projettes, mais la somme exacte de tes actions quand tu n'as que toi-même comme juge. En fait, une grande partie de la faiblesse personnelle naît dans ces moments où tu cesses d'exiger le meilleur de toi-même parce qu'il n'y a pas de conséquences externes et immédiates. Le problème est que chaque fois que tu te permets de te trahir en privé, même dans des détails minimes, tu érodes la structure interne sur laquelle repose ton respect de soi. Si tu regardes avec honnêteté les mécanismes derrière le manque d'intégrité, tu te rends compte qu'il y a presque toujours une justification prête. Personne ne va s'en rendre compte. Aujourd'hui, ça n'a pas d'importance. Je compenserai plus tard. Ce sont des excuses qui semblent inoffensives, mais qui, accumulées, deviennent le principal obstacle à l'autosuffisance. Il n'y a pas de véritable croissance tant que tu continues à négocier tes principes dans l'invisible. Chaque concession privée est une dette qui se multiplie, car tu t'habitues à vivre sous un double standard. Un public et un secret. Cette fracture est ce qui finit par remplir ton esprit de bruit, créant insécurité, doute et la sensation que tu n'es pas à la hauteur. L'intégrité n'admet pas de raccourci. Soit tu es, soit tu n'es pas. Il n'y a pas de juste milieu qui te sauve de toi-même. La psychologie profonde l'explique clairement. La cohérence interne est le pilier de l'estime de soi stable. Quand tes actes privés contredisent tes valeurs déclarées, une dissonance s'active qui commence à ronger ta confiance. Peu importe combien tu fais semblant, combien tu parles ou combien tu publies. Si ton comportement dans la solitude est faible, ta perception de toi-même s'affaiblit également. C'est pourquoi les stoïciens insistaient tant sur la vigilance de ses propres pensées, sur la révision constante de son comportement, surtout quand personne n'observe. La discipline que tu appliques hors des projecteurs est celle qui détermine la véritable qualité de ton caractère. Ce que tu répètes en privé devient ta nature. Il y a une décision fondamentale que tu dois prendre. Soit tu deviens ton propre superviseur, soit tu te soumets à la tyrannie de toujours chercher un témoin qui t'oblige à respecter tes engagements. La maturité arrive quand tu cesses d'avoir besoin du regard des autres pour faire ce qui est juste. C'est inconfortable, car cela signifie abandonner le confort de l'excuse et entrer dans le domaine de la discipline sans applaudissements. Mais c'est le seul chemin vers un respect de soi solide, celui qui ne dépend pas des fluctuations externes. L'intégrité est le contrat silencieux que tu signes avec toi-même chaque jour. Si tu ne le respectes pas, même si personne ne le remarque, tu le payes ensuite sous forme d'insécurité et de mépris de soi. Si tu cherches de la force, commence par là. Non pas parce que c'est héroïque, mais parce que c'est efficace. La discipline en privé réduit l'usure de la culpabilité, élimine le besoin de faire semblant et te redonne le contrôle sur ta vie. Celui qui veille à son intégrité sans témoin entraîne la force la plus difficile. Celle d'agir par conviction, non par obligation. Personne ne va te féliciter pour ce que tu fais quand personne ne regarde. Mais c'est là que se définit ta véritable valeur. L'intégrité n'a pas besoin de public. Elle a seulement besoin de décision. Si tu n'es pas intègre seul, tu n'es pas intègre du tout. 5. L'effort n'importe que pour toi. L'effort est comme dépenser de l'énergie dans un moteur que seul toi entends fonctionner. Tu peux transpirer, tu peux t'épuiser,
Tu peux te donner à fond en serrant les dents, mais le bruit de ce moteur ne fait pas perdre le sommeil à personne d'autre. Les autres sont trop occupés à accorder leurs propres engrenages, à réparer leurs défaillances, ou simplement à ignorer le bourdonnement de fond qui ne les concerne pas. Ton sacrifice est invisible, et ce n'est pas parce que le monde est cruel, mais parce que c'est la réalité. Chacun vit dans son propre système fermé. Ce qui te pèse, aux autres, ça ne les effleure même pas. Ça ne sert à rien d'attendre que le reste du monde valorise l'essence que tu as brûlée pour arriver ici. Car le seul qui sait ce que ça a coûté d'allumer ce moteur, c'est toi. Et si tu insistes encore pour dire que ton effort mérite une médaille, une ovation ou au moins une tape dans le dos, tu perds ton temps et ta dignité. Personne ne va payer pour le carburant que tu as dépensé, personne ne va réparer l'usure de tes pièces, personne ne va remplir ton réservoir quand tu seras à sec. C'est la vérité sans anesthésie. Arrête de nourrir l'illusion que ton sacrifice est un investissement que l'univers va te rendre avec des intérêts. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'effort n'importe que pour toi, parce que seul toi en souffre, seul toi te transforme, seul toi porte ses conséquences. Si tu veux de la reconnaissance, tu joues sur le marché le plus cher et le plus ingrat, celui de la validation des autres. Là, seuls sont acceptées des monnaies émotionnelles fausses, qui perdent leur valeur dès que l'humeur du public change. Veux-tu vraiment hypothéquer ton bien-être à ce type d'intérêt variable? Chaque fois que tu travailles en attendant des applaudissements, tu deviens client d'une illusion qui ne se concrétisera jamais. Tu te trompes en croyant que le monde prend note, à un moment donné, quelqu'un va se retourner et dire « ce type a tout donné, il mérite quelque chose en retour ». Non, personne ne tient tes comptes, personne ne compte tes heures, personne ne compte tes chutes. L'effort est une dette que seul toi peux rembourser. Il n'y a pas de tribunal, pas de jury, pas de juge externe qui va décider que c'est suffisant, que tu mérites un repos ou une récompense. Arrête de chercher des excuses dans la fatigue, d'excuser ta médiocrité par le manque d'applaudissements. Combien d'autres prétextes as-tu besoin pour admettre que ta vie ne t'importe que à toi? L'effort n'est pas un billet d'entrée à la compassion des autres, ni un argument valable pour négocier le respect. C'est simplement le péage privé que tu payes pour te rapprocher de la vie que tu veux. Si ça te fait mal, très bien. C'est un signe que tu es en mouvement. Mais n'attends pas que ça importe à quelqu'un d'autre. Si tu ne comprends pas cela, tu vas devenir le martyr éternel de ton propre film, répétant le même rôle de victime et exigeant une reconnaissance qui ne viendra jamais. Personne ne récompense le sacrifice invisible. Personne n'applaudit la sueur des autres. La véritable force est d'accepter que l'effort ne pèse que sur ta balance. Si le monde ne te reconnaît pas, tant mieux. Plus d'espace pour te prouver à toi-même que tu peux porter ce qui t'incombe. Ne cherche pas de témoins, ne mendie pas de validation. Fais ce que tu dois faire parce que c'est nécessaire, pas parce que quelqu'un va te remercier. L'autosuffisance est l'art de ne rien attendre de personne. Cela doit être ta ligne de base. Si tu es capable de te tenir seul quand personne ne regarde, de continuer à t'exiger même s'il n'y a pas de public ni de prix, alors oui, tu peux te dire fort. Le reste n'est que du bruit, du théâtre, le masque de ceux qui ne supportent pas encore leur propre poids. L'effort n'importe que pour toi. Tout le reste n'est qu'un ego blessé, une faiblesse déguisée, le dernier refuge de celui qui n'ose pas porter sa propre vie. Fais en sorte que ça compte pour toi, car pour le reste du monde, simplement, ça ne compte pas. 6. N'attends pas de reconnaissance, agis de la même manière. Tu fermes la porte en rentrant du travail et la première chose que tu fais est de laisser les clés sur la table, laissant échapper un soupir lourd. L'endroit est comme toujours. Le même verre oublié près de l'évier, la lumière froide de l'écran allumée dans le salon, le silence à peine interrompu par le bourdonnement du réfrigérateur. Tu enlèves tes chaussures avec des mouvements lents, sentant la fatigue dans tes pieds et dans tes épaules, et tu te demandes si quelqu'un, quelque part, perçoit l'effort que t'a coûté de rester debout aujourd'hui, même si personne ne l'a remarqué. Tu observes les marques de la journée sur tes propres mains, te remémorant les petites décisions que tu as prises depuis le matin. Tu t'es levé avant le réveil, tu as tenu tes promesses, tu as supporté des commentaires, tu as avalé des malentendus, et tu as continué, une tâche après l'autre, sans applaudissements ni signe que cela importait. L'air semble plus dense lorsque tout cela s'accumule et, pourtant, tu sais que demain t'attend la même chose.
Personne ne viendra te féliciter pour ne pas avoir abandonné. Personne ne notera les détails. Les fois où tu as choisi de ne pas céder à la paresse, l'autocontrôle que tu as exercé quand personne ne regardait, les renoncements minimes et l'effort que personne n'a demandé mais que tu as quand même fourni. Là, dans cette routine invisible, se trouve le piège. La fantaisie subtile que si tu fais ce qu'il faut, quelqu'un finira par reconnaître ta constance, ta capacité à tenir bon. Mais la réalité est autre. Le monde ne récompense pas la persévérance silencieuse. La reconnaissance que tu cherches n'arrive jamais, et si elle arrive, elle est toujours moins que ce que tu imaginais. Les gestes qui te rendent fier, seul toi les vois. Pour les autres, ce ne sont que des bruits de fond ou, pire, ils ne font même pas partie de leur radar. C'est inconfortable de l'accepter, mais c'est nécessaire. La reconnaissance externe est, au mieux, un accident. Tu ne peux pas construire ta vie sur l'espoir qu'on te l'accorde. Si tu choisis d'agir seulement quand tu penses que quelqu'un le remarquera, tu deviens un esclave du regard des autres, lié à la volatilité de l'attention des autres. Ta discipline ne peut pas dépendre des applaudissements. Si tu attends une validation pour accomplir, tu as déjà perdu. Le quotidien est rempli de moments où personne ne voit ce que tu fais. Et personne ne sait combien de fois tu t'es retenu de répondre avec colère, combien de fois tu as choisi le chemin difficile, combien de sacrifices silencieux tu as maintenus juste pour tenir une promesse envers toi-même. C'est là que se forge le véritable caractère, pas dans les grandes prouesses publiques, mais dans la somme d'actes invisibles que seul toi peux mesurer. Si chacune de tes décisions dépend d'un spectateur, tu ne seras jamais libre. La force réside dans le fait d'agir de la même manière, même si personne ne le remarque, même si tu ne reçois pas un mot d'encouragement, même si l'indifférence est la seule chose qui t'entoure. C'est cet entraînement qui compte. L'autosuffisance se construit dans la solitude des petites décisions, celles qui semblent n'importer à personne. Apprendre à agir sans attendre de reconnaissance est un acte de rébellion contre le mécanisme mental qui te pousse à chercher la validation. C'est choisir de porter le poids même si la balance, tu es le seul à la voir. C'est le muscle que tu dois entraîner. La capacité de te tenir debout quand tout est silence à l'extérieur. Si tu dois te le rappeler, écris-le et lis-le chaque jour. Tu n'as pas besoin de témoins pour être fort. La maturité consiste à agir de la même manière, même si personne ne te récompense, même si personne ne sait même ce que cela te coûte. C'est la base de la véritable discipline. Ne t'arrête pas pour attendre des remerciements. Ne fais pas pause dans l'action pour voir si quelqu'un applaudit. Fais ce que tu dois faire parce que c'est toi qui dois vivre avec les conséquences. Les hommes véritablement forts ne collectionnent pas les mérites des autres. Ils portent leurs propres résultats, sans annonce ni fanfare. La vie adulte, c'est cela. Faire ce qu'il faut même si personne ne le voit. Ne cherche pas de médaille sur une scène vide. Prends la responsabilité de ton propre standard, car si tu ne te reconnais pas, aucun applaudissement extérieur n'aura de sens. Quand tu acceptes que la reconnaissance n'est qu'un écho passager, tu te libères. La vraie force est d'agir de la même manière. C'est la ligne. Agis de la même manière même si personne ne regarde, même si personne ne remercie, même si personne ne comprend. Le reste n'est que bruit. 7. Construire la discipline depuis la solitude. Je dois reconnaître quelque chose que je n'aime pas admettre. Pendant longtemps, la solitude m'a semblé presque une punition, comme si c'était un signe que je faisais quelque chose de mal, ou que, au fond, je n'étais pas assez pour que les autres veuillent être près de moi. Je me suis habitué à associer la discipline à la compagnie, comme si le fait d'avoir des témoins rendait mes efforts plus valables. Mais après tant de déceptions, d'attendre un mot d'encouragement qui n'arrivait pas, ou un regard compréhensif qui ne s'arrêtait jamais sur moi, j'ai commencé à ressentir quelque chose que j'ai d'abord confondu avec de la résignation, mais que j'ai peu à peu reconnu comme autre chose. La lucidité. Je me suis rendu compte que la plus grande partie de ma force, si j'en avais une, apparaissait précisément dans les jours longs et silencieux, dans ces moments où la seule conversation possible était celle que j'avais avec moi-même, sans masque, sans le filtre du « que vont dire les autres », sans autre incitation que de ne pas céder à mes propres excuses. J'ai compris que la solitude n'était pas une punition, mais le seul terrain où je pouvais commencer à confronter mes faiblesses véritablement, sans distraction ni témoin. L'esprit vous joue des tours quand vous êtes seul. Il vous murmure que vous pouvez relâcher, car personne ne le saura,
que vous pouvez reporter cette tâche, que vous pouvez abandonner l'effort, car il n'y a pas de conséquences externes immédiates. Le mécanisme est simple et traître. Votre cerveau cherche le minimum d'effort, la gratification immédiate, la justification facile. C'est là que se définit qui vous êtes vraiment. Parce que la solitude vous confronte à la question inconfortable. Pour qui faites-vous tout cela? Si la réponse est toujours « pour qu'on me voie »,« pour qu'on me reconnaisse », vous devenez esclave d'une attente externe qui vous décevra tôt ou tard. Mais si vous parvenez à changer le focus et commencez à agir pour vous, même si personne ne regarde, même si personne ne reconnaît, la structure interne commence à changer. Cela fait mal. C'est comme désinstaller un vieux programme de votre tête, un qui vous disait que la discipline ne vaut que si quelqu'un la supervise. Vous ne réalisez pas à quel point vous êtes dépendant du stimulus externe jusqu'à ce que vous soyez confronté à la monotonie des jours où personne ne vous exige rien, personne ne vous rappelle vos objectifs, personne ne vous applaudit pour vous lever tôt ou pour rester ferme dans vos principes. Dans ce vide apparaissent les véritables motivations et aussi les véritables excuses. C'est là que se forme la vraie discipline. Non pas celle qui agit sous pression, mais celle qui résiste à la tentation de se trahir quand tout serait plus facile. La solitude révèle vos fractures, mais c'est aussi la seule forge où se solidifient vos décisions. La différence entre celui qui avance et celui qui reste au même endroit réside dans la capacité à supporter le silence, à se mettre à l'épreuve sans témoin et à se tenir debout quand personne ne va le célébrer. L'autodiscipline est un muscle qui ne se développe que dans cet espace privé, où il n'y a ni récompense ni punition visible. Chaque fois que vous décidez de tenir votre parole en solitaire, chaque fois que vous résistez à la tentation de relâcher, parce que personne ne va le savoir, chaque fois que vous faites face à vos propres faiblesses, sans chercher d'excuses externes, vous entraînez quelque chose de plus profond que la volonté. Vous construisez le respect de soi depuis la racine. La solitude bien utilisée ne vous diminue pas, elle vous aiguise. C'est le filtre qui sépare l'apparence de la conviction. Personne ne va mesurer ce que vous accomplissez en privé, mais vous savez ce que cela vous coûte. La discipline authentique est celle qui résiste à l'abandon quand tout le contexte crie que vous pouvez vous rendre. Ne vous méprenez pas. Ce que vous faites sans témoin révèle votre véritable standard. Personne ne viendra l'exiger. Personne ne vous félicitera. Personne ne portera vos échecs. Vous êtes votre propre juge, et c'est la liberté la plus inconfortable et la plus puissante. L'autodiscipline commence dans le silence. Ce que vous soutenez seul, vous le soutenez toujours. 8. Rends-toi suffisant face à ton propre jugement. Personne ne viendra te dire que tu es suffisant. C'est la vérité, la plus crue et la plus urgente. Attendre que quelqu'un d'autre émette ce verdict sur ta vie, c'est reporter indéfiniment le moment de mûrir. Si tu veux sortir du cercle de la dépendance émotionnelle, tu dois comprendre comment fonctionne le mécanisme qui te maintient en attente de l'approbation des autres. Tout commence avec l'éducation émotionnelle que tu as reçue. Tu as appris à identifier ta valeur dans la réponse des autres, dans leurs mots, dans leurs gestes, dans leur attention. Le problème est que ce système est conçu pour que tu ne gagnes jamais. Lorsque tu bases ton estime de soi sur le jugement externe, chaque jour est un examen et tu es l'élève qui étudie pour un test avec des critères changeants. Aujourd'hui, tu peux réussir, demain tu es recalé sans explication. Et ainsi tu passes ta vie à attendre des signes que ce que tu es fait est suffisant. La racine de ce piège réside dans l'habitude de mesurer ta valeur avec des règles empruntées. Tu deviens un juge implacable de toi-même, mais en utilisant l'étalon des autres. Le résultat est une vie filtrée. Chaque décision, chaque effort, chaque erreur passe d'abord par le filtre des attentes des autres et seulement ensuite par ton propre critère. Cette inversion des priorités est coûteuse. Non seulement elle te vole de l'énergie, mais elle mine ta confiance de base. La sensation d'insuffisance ne naît pas de tes échecs, mais de la comparaison de tes cicatrices avec la surface polie que les autres montrent au monde. Ainsi s'installe la dette émotionnelle. Chaque réussite se dévalue, parce que quelqu'un d'autre a pu faire plus. Chaque erreur se magnifie, parce que tu crois que tous les autres la voient et la jugent avec plus de rigueur que toi. La prochaine étape de ce mécanisme est l'auto-exigence sans sens. Ce n'est pas de la discipline, c'est de la torture. Tu t'imposes des normes impossibles, parce que tu supposes que c'est ainsi que tu vas te qualifier aux yeux des autres. L'épuisement est brutal. Tu ne te reposes jamais.
Tu ne célèbres jamais. Tu ne reconnais jamais le progrès réel, parce qu'il manque toujours quelque chose. Tu aurais toujours pu faire plus. Il y a toujours quelqu'un de mieux. Ce cycle ne se brise pas de l'extérieur. Il ne s'interrompt que lorsque tu décides que le seul jugement qui compte est le tien. Là, la direction de l'énergie change. Tu ne cherches plus la note élevée dans le bulletin des autres, mais la cohérence interne. Tu cesses d'investir dans l'image et commences à investir dans la solidité. Rends-toi suffisant face à ton propre jugement. C'est la consigne qui sépare les hommes complets de ceux qui continuent à mendier reconnaissance. Le coût de ne pas le faire est élevé. Si tu n'es pas suffisant pour toi, tu es vulnérable à toute critique, à tout éloge, à toute fluctuation de l'environnement. Tu deviens une feuille au vent de l'opinion publique. La seule façon de te protéger est de construire une norme propre, exigeante, mais possible, qui reconnaisse l'effort, pas seulement le résultat. Le jugement personnel n'est pas de l'indulgence, c'est une responsabilité. Être suffisant face à ton propre critère ne signifie pas se contenter, mais cesser de te comparer à des paramètres qui n'ont jamais été les tiens. C'est prendre en charge, avec une brutalité honnête, tes limites et tes avancées. La véritable discipline naît lorsque te respecter toi-même vaut plus que n'importe quel applaudissement. Personne ne te donnera ce droit, tu dois le prendre. Le processus est inconfortable, car il implique de démonter des années de conditionnement. Tu vas remarquer que ta première réaction reste de chercher la réaction des autres, même dans les plus petites choses. Ce n'est que lorsque tu te surprendras dans cet acte automatique que tu pourras commencer à le corriger. L'entraînement est quotidien. Reconnaître tes réussites sans attendre d'écho, voir tes erreurs sans te flageller, tenir ta parole même si personne d'autre ne l'apprécie. La norme, c'est toi. La liberté réside dans le fait de cesser de négocier ta valeur. Que personne ne dicte ta mesure. Si chaque nuit tu peux te regarder et approuver ton propre effort, tu as déjà gagné. Personne ne te donnera ce diplôme. Seul toi peux le signer. Rends-toi suffisant, même si le monde ne le dit jamais. Ce que tu ne te reconnais pas n'existe pas. L'autosuffisance commence là où l'attente se termine. Personne ne viendra te sauver, et cela, même si cela fait mal, est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Il y a un moment dans la vie où tu comprends que le poids de tes problèmes, de tes échecs et de tes efforts n'a guère d'importance pour le reste du monde. La plupart des gens sont occupés à gérer leur propre usure. Ta douleur est invisible, ton effort, insignifiant en dehors de ton propre cercle mental. Attendre que quelqu'un te reconnaisse ou te valide, c'est comme attendre qu'une dette intérieure se rembourse d'elle-même. Cela n'arrive jamais. Ce n'est pas une invitation au victimisme, c'est la porte vers une liberté brutale. Parce que lorsque tu assumes que personne ne te doit rien, tu découvres que tout ce que tu vaux dépend uniquement de tes propres actes, pas des applaudissements des autres. Marc Aurèle l'a compris. Choisis de ne pas être blessé et tu ne le seras pas. Sénèque l'a répété 1000 fois. La plus grande victoire est sur soi-même. L'autosuffisance ne naît pas dans le confort, mais dans la solitude consciente, dans cette fracture interne où tu comprends que ta douleur n'impressionne pas et que ton sacrifice ne touche personne. Beaucoup d'hommes stagnent en attendant une validation, comme si la vie devait les récompenser pour avoir fait ce qui est juste. Mais la réalité est autre. Si tu te rends fort seulement quand on te regarde, tu ne seras jamais vraiment fort. Le respect de soi est la seule gratification garantie. La véritable discipline commence quand tu cesses de demander la permission d'être qui tu es. Personne ne va te pousser. Soit tu te lèves, soit personne ne le fera. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, um zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran, kultiviere weiterhin deinen stoischen Geist. Ta façon de parler définit ton destin. Ce ne sont pas les autres, ni la chance, ni le passé. C'est la façon dont tu te décris qui construit tes limites. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas », c'est comme ça que je suis, ou « je ne suis pas doué pour ça », tu donnes un ordre à ton esprit, et l'esprit obéit. Ces phrases semblent innocentes, mais ce sont des chaînes. Elles te rendent petit, te convainquent que tu es moins, et le pire, c'est que tu finis par le croire.
C'est ainsi que le langage devient l'arme la plus silencieuse de l'autosabotage. Tu n'as pas besoin de crier pour te saboter. Il suffit de parler mal de toi-même tous les jours. Tu le fais quand tu te justifies, quand tu t'excuses, quand tu dis « je suis perfectionniste » pour ne pas prendre de risques ou « j'ai de la malchance pour ne pas essayer à nouveau ». Tu le fais quand tu utilises la peur comme bouclier et le pessimisme comme identité. Et le pire de tout, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Tu penses que tu es honnête, mais ce que tu fais vraiment, c'est nourrir la version la plus faible de toi. Cette vidéo ne cherche pas à te consoler, mais à te réveiller. Parce que si ta vie ne change pas, c'est parce que tu continues à répéter le même scénario interne. Les mots que tu utilises ne décrivent pas seulement ta réalité, ils la créent. C'est pourquoi, tout au long de cette vidéo, tu vas découvrir comment le langage peut être ta prison ou ta libération. Tu vas apprendre à détecter les phrases qui te limitent, à démonter leur signification et à les remplacer par une façon de parler qui te pousse, pas qui te retient. Parce que quand tu changes ta façon de parler, tu changes ta façon de penser. Et quand tu changes ta pensée, tu changes ta vie. 1. Remets en question tes propres croyances. Imagine que ton esprit soit une maison. Chaque pensée est un meuble. Chaque mot que tu utilises pour parler de toi est un mur que tu renforces ou une fissure que tu élargis. Il y a ceux qui vivent dans des manoirs remplis de lumière parce qu'ils ont été construits avec des mots solides, et d'autres habitent des pièces étroites, sans se rendre compte qu'ils ont eux-mêmes élevé les murs. Le langage ne décrit pas seulement ce que tu penses, il le façonne. Et quand tu répètes un mensonge sur toi assez longtemps, ton esprit le transforme en une vérité immuable. C'est pourquoi la première leçon est simple mais puissante. Remets en question tes propres croyances. Pendant des années, tu t'es raconté des histoires qui te limitent. Je ne suis pas bon pour ça, je ne suis pas né avec du talent, ça m'arrive toujours. Ce sont des phrases qui semblent inoffensives, mais ce sont des encres déguisées en sincérité. Les croyances ne sont pas toujours le résultat de la logique, mais de l'habitude. Tu les as héritées, tu les as répétées, et sans t'en rendre compte, tu les as défendues comme si elles faisaient partie de ton identité. Le plus dangereux n'est pas d'avoir une fausse croyance, mais de ne jamais t'arrêter pour l'examiner. Te remettre en question n'est pas une faiblesse, c'est une maturité. Cela signifie observer ton esprit avec la même attention qu'un artisan examine son œuvre avant de continuer. Cela signifie avoir le courage de te demander « Est-ce que ce que je pense de moi est vrai ou est-ce une excuse que j'ai apprise pour ne pas sortir de ma zone de confort ?» Quand tu poses cette question avec honnêteté, quelque chose change. Tu arrêtes d'obéir aveuglément à ton ancien scénario et tu commences à en écrire un nouveau. Chaque croyance négative agit comme un filtre. Si tu crois que tu ne mérites pas quelque chose, ton cerveau cherchera des preuves pour le confirmer. Mais si tu changes de perspective et dis « je peux apprendre », ton esprit commencera à voir des chemins là où avant il ne voyait que des murs. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides d'optimisme, mais de reconnaître que chaque pensée a des conséquences réelles. L'esprit ne distingue pas ce que tu imagines de ce que tu expérimentes. Donc quand tu te définis de manière limitée, tu entraînes ton cerveau à agir en petit. Les stoïciens enseignaient que le plus grand pouvoir humain réside dans le jugement. Non pas dans les faits, mais dans la façon dont tu les interprètes. Marc Aurèle a écrit que tout dépend de la façon dont tu le vois. Et c'est vrai. Les mots que tu utilises pour regarder le monde déterminent également comment tu l'affrontes. Si tu répètes que tu es maladroit, tu éviteras les défis. Si tu crois que tu n'es pas assez bon, tu ne verras jamais d'opportunités, seulement des menaces. Mais si tu oses remettre en question ce que tu crois de toi, tu verras que beaucoup de tes limites ne sont que des perceptions mal entraînées. Questionner ne signifie pas te détruire, cela signifie te comprendre. C'est te donner l'opportunité de séparer qui tu es de ce que tu as appris à penser de toi. Quand tu changes une seule croyance limitante, toute ta structure mentale se réorganise. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce fermée depuis des années. L'air entre, la lumière entre, et soudain tu peux voir tout ce qui semblait invisible auparavant. C'est la base de toute transformation réelle. Tu ne peux pas grandir si tu continues à croire que tu ne peux pas.
Tu ne peux pas avancer si tu continues à défendre l'histoire qui te maintient au même endroit. Remets en question tes pensées, défie tes étiquettes et arrête d'accepter tout ce que ton esprit te dit comme si c'était la vérité. Chaque fois que tu brises une croyance limitante, tu récupères un morceau de ta liberté. 2. Parle avec responsabilité. Les mots sont comme des flèches. Une fois lancées, elles ne reviennent pas. Mais le plus curieux, c'est que la plupart du temps, elles ne visent pas les autres, mais toi. Ce que tu dis de toi-même, ce que tu répètes sans réfléchir, finit par modeler la façon dont tu te vois, agis et décides. Dire « je suis comme ça » n'est pas une description, c'est une sentence. Dire « je ne peux jamais » n'est pas une observation, c'est un ordre. Le langage que tu utilises devient le terrain où tes pensées prennent racine. Et si ce terrain est rempli de négativité ou de résignation, rien de nouveau ne poussera. Parler avec responsabilité signifie assumer le pouvoir de tes mots, pas seulement envers les autres, mais envers toi. Cela signifie reconnaître que chaque phrase que tu prononces est une affirmation que ton esprit enregistre comme vérité. Quand tu te décris avec des phrases comme « j'ai de la malchance » ou « je suis un désastre », tu n'es pas réaliste. Tu programmes ton esprit pour obéir à cette histoire. Et le pire, c'est que tu cherches ensuite des preuves dans la réalité qui confirment ce que tu as dit. C'est ainsi que naît le cercle de l'autosabotage. Tes mots créent des pensées, tes pensées créent des actions, et tes actions confirment les mots avec lesquels tu t'es défini. Les gens ont tendance à sous-estimer la force de leur langage. Ils parlent sans réfléchir, sans se rendre compte que leur discours interne devient un contrat avec leur destin. Si tu dis tous les jours « je suis fatigué », ton corps l'assume. Si tu répètes « je ne peux plus », ton esprit abandonne avant même d'essayer. Il ne s'agit pas de feindre l'optimisme, mais de parler avec conscience. Dire « j'apprends » au lieu de « je suis mauvais à ça » change complètement la direction de ton énergie. Les mots peuvent être des outils de croissance ou des armes d'autodestruction, selon la façon dont tu les utilises. Parler avec responsabilité implique aussi de réfléchir avant de parler sous l'effet de l'émotion. Les mots lancés dans la colère, la peur ou la frustration construisent presque toujours le regret. Sénèque disait que rien ne ressemble plus à la folie que la colère, et il avait raison. Quand tu parles sans conscience, tu donnes le contrôle de ton esprit à tes impulsions. Mais quand tu choisis tes mots avec intention, tu deviens maître de toi-même. Chaque conversation avec toi-même est une opportunité de construire ou de détruire ton identité. Si tu te parles comme quelqu'un de faible, ton esprit agira comme quelqu'un de faible. Si tu te parles comme quelqu'un de capable, tu commenceras à agir en conséquence. Parler avec responsabilité, c'est comprendre que les mots ne sont pas seulement de la communication, ils sont une direction. La façon dont tu te parles détermine où tu vas. Pense à ceci. Combien de fois as-tu dit quelque chose juste pour justifier l'inaction? Je n'ai pas le temps, je ne suis pas bon à ça, il est trop tard pour commencer. Ce ne sont pas des vérités, ce sont des échappatoires. Chacune de ces phrases est une façon élégante d'éviter le changement. Parler avec responsabilité, c'est arrêter de te cacher derrière elle. C'est oser utiliser ta voix comme outil de transformation. Le langage est une boussole. Si tu parles toujours à partir de la peur, tu marcheras en cercle. Mais si tu commences à parler avec responsabilité, chaque mot deviendra un pas ferme vers la version de toi que tu veux construire. Parce que quand tu parles avec intention, ton esprit s'aligne, tes actions s'ordonnent et ta vie commence à suivre la direction de tes mots. 3. Accepte la peur et avance. La peur est comme une ombre. Elle est toujours avec toi, même si tu essaies de ne pas la regarder. Tu peux courir autant que tu veux, mais elle ne disparaît pas. Elle change seulement de forme. Certains la cachent derrière des phrases comme « ce n'est pas le moment »,« je ne suis pas prêt » ou « je ne sais pas si je suis à la hauteur ». Derrière chacun de ces mots, il y a de la peur déguisée en prudence. Ce n'est pas que tu ne peux pas le faire, c'est que tu as peur d'échouer, peur de t'exposer, peur de perdre quelque chose qui en réalité ne te fait plus de bien. Mais la peur n'est pas l'ennemi, c'est le signe que tu es face à quelque chose qui peut te faire grandir. Accepter la peur ne signifie pas se rendre à elle, mais arrêter de fuir.
C'est reconnaître que ressentir de la peur ne te rend pas faible, ça te rend humain. Tout le monde ressent de la peur, mais tout le monde n'agit pas malgré elle. Ceux qui avancent ne sont pas ceux qui ne ressentent pas la peur, mais ceux qui apprennent à vivre avec sans la laisser diriger leur vie. Si tu attends de ne plus avoir peur pour bouger, tu resteras immobile toute ta vie. La clé est de bouger avec elle à tes côtés, pas derrière toi. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas le faire », ce que tu dis vraiment, c'est « je ne veux pas affronter ce qui me fait peur ». Mais il n'y a pas de croissance sans inconfort. Chaque pas que tu fais hors de ta zone de confort se sent comme un saut dans le vide, mais c'est le seul chemin vers la liberté personnelle. La peur ne disparaît pas avec des pensées positives, elle disparaît avec l'action. Quand tu fais un pas, la peur rétrécit. Quand tu l'affrontes, elle perd de sa puissance. Quand tu la comprends, elle devient un maître silencieux qui t'enseigne jusqu'où tu peux aller. Le langage de la peur est rusé. Il te convainc que tu es réaliste, alors qu'en réalité tu es prisonnier. Je ne suis pas si bon, je n'ai pas de chance, ce n'est pas pour moi. Ce sont des phrases confortables, sûres, mais lâches. Elles te font te sentir protégé tout en te volant ton avenir. Parler avec responsabilité implique aussi comment tu te parles quand la peur apparaît. Au lieu de dire « je ne peux pas », dis « j'ai peur mais je vais le faire quand même ». Cette petite différence change toute la direction de ton esprit. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. La peur se nourrit des scénarios que tu crées dans ta tête, pas des faits. Pense à combien de fois tu as repoussé quelque chose juste par peur de ce qui pourrait arriver. Et quand tu l'as finalement fait, ce n'était pas aussi grave que tu l'imaginais. L'esprit exagère les risques pour te maintenir dans ce que tu connais. Mais ce que tu connais n'est pas toujours ce qui est juste. Accepter la peur est un acte d'intelligence émotionnelle et de pouvoir intérieur. La prochaine fois que la peur te parle, ne la fais pas taire, écoute-la. Demande-lui ce qu'elle essaie de protéger. Peut-être te rappellera-t-elle une vieille blessure, un rejet, une humiliation. Mais comprendre son origine ne signifie pas se rendre, cela signifie se libérer. La peur cesse de te dominer quand tu la nommes et continue d'avancer. C'est la différence entre celui qui grandit et celui qui stagne. Accepter la peur et avancer est la véritable épreuve du caractère. Il ne s'agit pas de ne pas avoir peur, il s'agit de décider qui commande. Et quand tu apprends à marcher avec la peur, chaque pas devient une déclaration de force. Parce que le courage ne se mesure pas par l'absence de peur, mais par la volonté de continuer à marcher, même lorsque le sol tremble sous tes pieds. La peur n'est pas vaincue, elle est transcendée, et chaque fois que tu le fais, une partie de toi devient invincible. 4. Ose être imparfait. Imagine que ta vie soit une peinture en constante création. Chaque décision, chaque erreur, chaque tentative ratée est un coup de pinceau. Mais beaucoup, par peur de se tromper, n'osent jamais peindre. Ils restent à regarder la toile blanche, attendant le moment parfait, le trait parfait, l'opportunité parfaite. Et pendant qu'ils attendent, le temps s'écoule. La perfection devient une excuse élégante pour ne pas avancer. On confond le désir de bien faire les choses avec l'obsession de ne pas échouer. Et ce qui commence comme une norme de qualité finit par être une cage mentale qui étouffe toute possibilité de croissance. Oser être imparfait ne signifie pas se contenter de moins, mais accepter que le progrès naît toujours de l'erreur. Personne n'apprend sans trébucher, personne n'évolue sans se salir les mains. L'idée que tout doit bien se passer dès le début est une illusion qui tue l'action. Quand tu te permets d'échouer, tu te permets d'avancer. Le perfectionnisme n'est pas une vertu, c'est la peur déguisée en excellence. Peur du jugement, peur du rejet, peur de ne pas répondre à une image qui n'existe même pas. La perfection n'est pas atteinte. Elle est poursuivie et cette poursuite sans fin te vole la paix. C'est la voix qui te dit « ce n'est pas assez ». Tu n'es pas prêt, tu peux faire mieux même quand tu le fais déjà bien. Cette voix ne veut pas que tu t'améliores, elle veut que tu te paralyses. Parce que plus tu exiges, moins tu agis. L'action imparfaite a toujours plus de valeur que l'intention parfaite. Si tu attends que tout s'emboîte pour bouger, tu resteras coincé dans un cycle de doute et d'autocritique. La véritable maîtrise n'est pas de le faire parfaitement, mais de le faire avec conscience. Apprendre,
ajuster et continuer. Les grands artistes, penseurs et leaders ne sont pas allés loin parce qu'ils étaient impeccables, mais parce qu'ils ont osé montrer leurs erreurs et apprendre d'eux. Sénèque disait que l'homme sage ne fuit pas les erreurs, il les affronte. Et c'est ce qui fait la différence entre celui qui progresse et celui qui stagne. Chaque imperfection que tu crains de montrer est une opportunité de grandir. Les gens pensent que la vulnérabilité les rend moins, alors qu'en réalité elle les rend plus humains. Personne ne fait confiance à la perfection, parce que la perfection n'existe pas. Les connexions réelles se construisent à partir de l'authenticité, pas de l'apparence. Quand tu oses être imparfait, tu inspires les autres à faire de même, parce que tu montres que tu n'as pas besoin d'être intouchable pour être précieux. Le perfectionnisme ne te vole pas seulement du temps, il te vole aussi ton identité. Il te transforme en quelqu'un qui cherche l'approbation avant le but. Tu arrêtes d'agir par conviction et tu commences à agir par peur. Mais l'imperfection et la liberté, c'est le rappel que tu peux te tromper et continuer à avancer, que tu peux tomber et rester digne, que tu n'as pas besoin de la validation de personne pour continuer ton chemin. Ose être imparfait, car c'est de cette acceptation que naît la véritable amélioration. La perfection est statique, l'imperfection est mouvement. Chaque fois que tu fais quelque chose, même si ce n'est pas parfait, tu entraînes ton esprit à se concentrer sur le progrès, pas sur la comparaison. Le monde n'a pas besoin de personnes sans défaut. Il a besoin de personnes réelles, avec des cicatrices qui racontent des histoires de dépassement. Si tu attends le moment parfait, il n'arrivera jamais. Si tu oses commencer même avec peur, tu avances déjà. Parce que l'imperfection n'est pas une faiblesse, c'est la preuve que tu es vivant, en processus et en croissance. 5. Transforme la plainte en réflexion. Il y a des gens qui se lèvent chaque jour avec un nuage au-dessus de leur tête. Peu importe le temps, le travail ou la compagnie, ils trouvent toujours quelque chose à critiquer. Ils se plaignent du trafic, de la fatigue, du temps, des autres, du passé et même de l'avenir. Et le pire, c'est qu'ils pensent que cela les libère. Mais en réalité, la plainte ne décharge pas, elle enchaîne. C'est comme essayer d'éteindre un feu en y ajoutant plus de flammes. Plus vous vous plaignez, plus le sentiment d'impuissance qui vous consume se renforce. La plainte ne résout rien. Elle ne fait que réaffirmer l'idée que vous êtes victime de quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Transformer la plainte en réflexion est un acte de maturité. Il ne s'agit pas de nier ce que vous ressentez, mais de transformer le mécontentement en compréhension. Chaque fois que vous vous entendez vous plaindre, faites une pause et demandez-vous « Qu'est-ce que je fais pour améliorer cela ? Quelle partie de cela dépend de moi ?» C'est la différence entre celui qui se noie dans ses frustrations et celui qui les utilise comme élan. La réflexion transforme le bruit en clarté. Quand vous arrêtez de vous plaindre et commencez à observer, votre esprit cesse de chercher des coupables et commence à chercher des solutions. La plainte est addictive parce qu'elle vous donne une fausse sensation de contrôle. Elle vous fait croire que parler du problème est une action, mais en réalité, vous restez immobile. C'est l'excuse élégante de celui qui ne veut pas agir. Celui qui se plaint constamment ne cherche pas à changer. Il cherche à justifier pourquoi il ne change pas. Et c'est l'un des plus grands actes d'auto-sabotage. Les mots chargés de négativité finissent par modeler votre humeur. Et votre humeur détermine vos décisions. Sénèque disait que l'homme qui se plaint de la vie n'a pas encore appris à vivre. Et il avait raison. Se plaindre du présent, c'est mépriser l'opportunité que vous avez de le transformer. La réflexion, en revanche, vous redonne le pouvoir. Parce que tandis que la plainte pointe du doigt, la réflexion analyse. La plainte blâme, la réflexion comprend. La plainte stagne, la réflexion bouge. C'est la différence entre celui qui mûrit et celui qui se répète la même histoire pendant des années. Lorsque vous apprenez à transformer vos plaintes en pensées conscientes, vous réalisez que beaucoup d'entre elles n'étaient que des distractions. Vous vous plaignez de votre environnement parce que vous ne vouliez pas regarder à l'intérieur. Mais tout changement réel commence là. Si quelque chose vous dérange constamment, ne l'ignorez pas, analysez-le. Demandez-vous ce qu'il vous montre sur vous-même. Peut-être que ce que vous critiquez à l'extérieur est le reflet de quelque chose que vous n'avez pas encore travaillé à l'intérieur.
Transformer la plainte en réflexion nécessite aussi de l'humilité. Acceptez que tout ce qui vous arrive n'est pas la faute des autres et que souvent vos décisions ont créé le scénario qui vous dérange aujourd'hui. Cela ne fait pas de vous un coupable, cela fait de vous un responsable. Et la responsabilité vous redonne toujours le contrôle. La prochaine fois que vous ressentirez l'envie de vous plaindre, arrêtez-vous et respirez. Ne parlez pas par impulsion, pensez avec intention. Demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de ce qui vous dérange. Peut-être que la vie ne vous punit pas, peut-être qu'elle vous entraîne. Lorsque vous arrêtez de nourrir l'habitude de la plainte, votre esprit se renforce. Vous arrêtez de gaspiller de l'énergie sur ce que vous ne pouvez pas changer et vous l'investissez dans ce que vous pouvez améliorer. La plainte est du bruit, la réflexion est du pouvoir. Celui qui se plaint se retrouve enfermé dans l'impuissance. Celui qui réfléchit trouve une direction. C'est pourquoi, chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme vous l'espériez, changez votre question. Au lieu de « pourquoi moi ?», dites « pourquoi cela ?» Cette subtile différence transforme la douleur en croissance. Et celui qui apprend à penser ainsi cesse d'être une victime de la vie pour devenir son apprenti. 6. Apprends avec humilité. L'orgueil est un bandeau élégant. Il te fait marcher la tête haute, mais les yeux fermés. Beaucoup préfèrent paraître sages plutôt que d'apprendre vraiment. Et ainsi, ils deviennent des experts pour défendre leur point de vue, mais incapables de grandir. L'arrogance n'est pas une force, c'est de la peur déguisée. Peur de reconnaître que tu ne sais pas tout. Peur de paraître faible. Peur de lâcher l'illusion de contrôle. Mais l'ironie est que personne n'évolue en se croyant complet. La croissance n'arrive que lorsque tu admets qu'il y a encore quelque chose à apprendre. Apprendre avec humilité n'est pas s'agenouiller, c'est ouvrir les yeux. C'est accepter que chaque personne, chaque erreur, chaque situation a quelque chose à t'enseigner, même quand tu n'aimes pas la leçon. La vie essaie toujours de te montrer quelque chose, mais si ton ego crie plus fort que ta curiosité, tu n'entendras rien. L'apprentissage nécessite un silence intérieur, la volonté de dire « je ne sais pas » sans te sentir moins. Celui qui apprend avec humilité ne cherche pas à avoir raison, il cherche à comprendre. Il y a ceux qui confondent l'humilité avec la faiblesse, mais ce sont des opposés. Le faible se ferme parce qu'il a peur de se tromper. L'humble s'ouvre parce qu'il veut s'améliorer. Dans un monde où tout le monde parle, celui qui écoute attentivement devient plus sage. Marc Aurèle disait que personne ne peut apprendre ce qu'il croit déjà savoir. Et c'est le plus grand obstacle de l'ego, l'arrogance de croire que tu n'as plus besoin d'apprendre. Chaque fois que tu refuses d'écouter, tu te condamnes à répéter les mêmes erreurs sous des noms différents. L'humilité se reflète aussi dans ta réaction face à la correction. Celui qui se vexe quand on lui montre une erreur ne défend pas sa valeur, il défend son ignorance. Accepter une critique ne signifie pas accepter l'infériorité, cela signifie accepter l'opportunité de grandir. Personne ne se perfectionne seul. Nous avons tous besoin de miroirs qui nous montrent ce que nous ne voulons pas voir. Mais seul l'humble a la maturité de se regarder avec honnêteté. Apprendre avec humilité implique aussi de désapprendre. Lâcher les vieilles croyances, les vérités absolues, les schémas qui ont fonctionné une fois mais qui te limitent aujourd'hui. Ce qui t'a servi hier peut te gêner demain. L'esprit flexible s'adapte, l'esprit rigide se brise. Celui qui s'accroche à son ancienne version de lui-même stagne. La connaissance n'est pas une collection de réponses. C'est une disposition constante à poser de nouvelles questions. La vraie sagesse ne cherche pas à se montrer, elle cherche à servir. Elle ne se vante pas de ce qu'elle sait, elle applique ce qu'elle apprend. L'humilité n'est pas penser moins de toi, c'est penser moins à toi. C'est reconnaître qu'il y a toujours quelque chose de plus à comprendre et que chaque personne qui croise ton chemin a une leçon à apporter, même celle qui te dérange. Parfois, les enseignants n'arrivent pas sous forme de guide, mais de défis. Si tu penses que tu sais déjà assez, la vie se chargera de te rappeler le contraire. Chaque erreur, chaque chute, chaque déception porte le message que tu as encore quelque chose à apprendre. Mais seul l'humble peut le voir. Les autres restent à se plaindre du coup sans comprendre la leçon. Apprendre avec humilité est un acte d'intelligence.
Il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances, mais de les transformer en conscience. Le sage ne se vante pas de ce qu'il sait, il démontre ce qu'il a compris. Et celui qui comprend vraiment laisse la vie lui enseigner sans résistance. Parce que pendant que l'arrogant cherche à avoir raison, l'humble cherche à avoir de la clarté. Et la clarté, pas la raison, est ce qui te libère de l'ignorance. 7. Organise tes priorités. La vie moderne ressemble à une pièce remplie de bruit. Tout semble urgent, tout semble important. Et sans t'en rendre compte, tu passes la journée à éteindre des incendies qui ne s'éteignent jamais. Tu réponds à des messages, tu respectes des engagements, tu rends des services, tu travailles sans relâche, mais à la fin de la journée, tu as l'impression de ne pas avoir avancé. C'est comme courir sur un tapis roulant, beaucoup de mouvements, aucun progrès. C'est ce qui se passe lorsque tu vis sans priorité. Quand tout est urgent, rien ne l'est vraiment. Et le chaos qui t'entoure ne vient pas toujours du monde, il vient du désordre que tu as en toi. Organiser tes priorités ne consiste pas à organiser une liste de tâches, mais à redéfinir ta vie. C'est décider ce qui mérite ton temps, ton attention et ton énergie, et ce qui ne fait que te drainer petit à petit. Les gens sont épuisés, non pas parce qu'ils font beaucoup, mais parce qu'ils font trop de ce qui n'a pas d'importance. Ils courent après l'approbation, la reconnaissance, le divertissement constant, et négligeant ce qui nourrit vraiment leur esprit et leur âme. Il arrive un moment où tu dois t'arrêter et te demander « Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de la personne que je veux être ?» Cette simple question a le pouvoir de mettre de l'ordre dans toute ton existence. Le problème n'est pas de manquer de temps, mais de manquer de direction. Lorsque tes journées sont remplies de distractions, ton objectif se dilue. Marc Aurèle a écrit que « celui qui poursuit trop de choses n'atteint aucune ». Et il avait raison. La dispersion mentale est l'ennemi silencieux de la croissance. Elle te vole ta concentration, te confond, te fait te sentir productif alors que tu es juste occupé. En revanche, celui qui vit avec des priorités claires ne court pas, il avance. Il sait quand dire non, il sait quand s'arrêter, et il comprend que le repos fait aussi partie du progrès. Organiser tes priorités implique aussi de mettre les gens à leur place. Tout le monde ne mérite pas ton temps, ni ton énergie. Beaucoup te distraient avec des drames, des plaintes ou des demandes sans but. Apprendre à dire non est une des formes d'amour-propre les plus puissantes, non pas envers eux, mais envers toi. Parce que lorsque tu dis non à ce qui ne t'apporte rien, tu dis oui à ce qui compte vraiment. Le désordre n'est pas seulement dans ton agenda, il est aussi dans ton esprit. La plupart des gens sont saturés parce qu'ils ne savent pas distinguer l'urgent de l'important. L'urgent crie, l'important murmure. Le bruit des exigences externes te fait oublier les besoins internes. C'est pourquoi il est nécessaire de s'arrêter, respirer, évaluer, te demander honnêtement si ce que tu fais chaque jour reflète ce que tu valorises vraiment, ou si tu te contentes de répondre aux attentes des autres. Organiser tes priorités ne signifie pas devenir froid ou calculateur, mais conscient. C'est vivre avec intention. C'est savoir que chaque minute investie dans quelque chose de sans importance est une minute que tu voles à ton but. La discipline de la concentration ne consiste pas à contrôler le temps, mais à contrôler ton attention. Parce que là où va ton attention, va ta vie. Chaque jour, tu dois choisir, être l'esclave du bruit ou le maître de ta direction. Le monde va te demander tout le temps, mais c'est toi qui décides à quoi tu réponds. Et cette décision définit ton destin. Tout ce qui est urgent ne mérite pas ta réaction, et tout ce qui est important n'exige pas ton sacrifice. Apprends à distinguer, à prioriser et à protéger ce qui te construit vraiment. Au final, il ne s'agit pas d'avoir du temps pour tout, mais d'avoir de la clarté pour l'essentiel. Parce que la vie ne se mesure pas parce que tu fais beaucoup, mais parce que tu choisis bien. Et lorsque tu organises tes priorités, ton esprit se calme, ton énergie se concentre et ton but devient visible. Tout commence lorsque tu arrêtes de vivre pour accomplir et que tu commences à vivre pour avancer. 8. Redéfinis-toi chaque jour. Il y a des gens qui s'accrochent tellement à leur passé qu'ils finissent par vivre dans des ruines. Ils continuent à défendre des versions d'eux-mêmes qui n'existent plus,
des attitudes qui ne fonctionnent plus et des croyances qui ne leur servent plus. Ils s'identifient à ce qu'ils étaient et oublient que la vie ne demande pas de permanence, mais d'évolution. Se redéfinir n'est pas changer par caprice. C'est avoir le courage de lâcher les anciennes versions de toi qui ne correspondent plus à ce que tu es destiné à être. C'est comme nettoyer un miroir embué. Sous toute cette brume de peur, de culpabilité et d'habitude, ton véritable reflet est toujours là, attendant d'être vu clairement. Se redéfinir chaque jour signifie comprendre que tu n'es pas terminé. Tu es une œuvre en cours, et le changement n'est pas une trahison de qui tu étais, c'est une loyauté envers qui tu peux devenir. Beaucoup confondent la cohérence avec la stagnation. Ils pensent que rester fidèle à soi-même signifie ne jamais changer. Mais la véritable fidélité est envers ta croissance, pas envers tes vieilles habitudes. Ce qui était une vérité hier peut être une limitation aujourd'hui. Ce qui t'a protégé hier peut te freiner aujourd'hui. Si tu n'oses pas te réinventer, la vie le fera pour toi, et elle le fera durement. Se redéfinir implique aussi de cesser de te justifier. Chaque fois que tu dis « c'est comme ça que je suis », tu mets un point final à ton développement. C'est une phrase confortable, mais dangereuse. C'est la façon la plus subtile de renoncer au changement. Personne ne naît avec un caractère immuable. Tu le construis avec chaque choix. Si tu répètes que tu es impatient, négatif ou méfiant, tu continueras à agir en conséquence. Mais si tu décides de te voir différemment, ton comportement commence à s'aligner avec cette nouvelle vision. Tu n'es pas une étiquette, tu es une possibilité. Marc Aurèle disait que la vie est ce que tes pensées en font. Se redéfinir commence dans ton esprit. Tu n'as pas besoin de te réinventer complètement chaque jour, mais tu dois avoir l'humilité de vérifier si ce que tu penses, fais et dis représente toujours ta vérité actuelle. La rigidité mentale est l'ennemi du progrès. Chaque jour est une occasion d'ajuster, de lâcher prise, d'améliorer. Celui qui se redéfinit consciemment ne cherche pas l'approbation externe, il cherche la cohérence interne. La peur du changement provient de l'attachement à l'identité. Il est rassurant de croire que tu sais qui tu es, même si cela te limite. Mais le véritable pouvoir est de te permettre de dire « je ne suis plus cette personne ». Non pas parce que tu renies ton passé, mais parce que tu l'as surmonté. Se redéfinir, c'est apprendre à mourir en petites parties tous les jours pour renaître plus sage, plus serein, plus libre. C'est accepter que grandir fait aussi mal, mais que stagner fait beaucoup plus mal. Tu dois aussi te redéfinir face à l'échec. Ce que tu interprétais auparavant comme une défaite peut maintenant être une leçon. Ce qui te faisait mal avant peut maintenant être une force. Chaque erreur, chaque perte, chaque déception a un but que tu ne comprends que lorsque tu cesses de te voir comme une victime et que tu commences à te voir comme un apprenant. Se redéfinir, c'est changer l'histoire que tu te racontes sur ce que tu as vécu. Et quand tu changes l'histoire, le sens change, et avec lui ton futur. Se redéfinir chaque jour n'est pas une tâche d'un seul moment, c'est une pratique quotidienne. Cela nécessite du courage, de la connaissance de soi et du silence. Du courage pour lâcher le vieux, de la connaissance de soi pour choisir le nouveau et du silence pour t'écouter sans distraction. Parce que le monde voudra te dire qui tu devrais être, mais seul toi peux décider qui tu es vraiment. Ne te définis pas parce que tu as fait, définis-toi parce que tu es prêt à faire. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.